Bien, merci Nicolas d'avoir accepté une fois encore de répondre à nos questions pour nos leçons d'économie France Gestion. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que nous parlions ensemble, actualité oblige, du pacte de responsabilité. J'ai l'impression qu'on est en période de transparence, mais alors s'il y a quelque chose de transparent, c'est bien le pacte de responsabilité, parce qu'on finit par ne plus savoir ce que c'est. Nicolas, pouvez-vous nous éclairer sur ce pacte? Oui, alors je pense que la logique intellectuelle du pacte de responsabilité, qui d'ailleurs à mon avis est très saine et très juste, est la suivante. Le président de la République a considéré, à juste titre, qu'il y avait un mouvement de reprise économique au niveau mondial. Et il s'est dit, au fond, pour que la France en profite, il faut que les entreprises soient compétitives. Et c'est de là que vont venir les améliorations en matière de salaire, les améliorations en matière d'emploi, amélioration aussi en matière de finances publiques. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'offre. Et dans sa conférence de presse de janvier, mais il l'avait aussi évoqué dans ses vœux du 31 janvier 2013, il y avait très présente cette notion d'économie de l'offre, qui est très juste, qui s'oppose à l'économie keynésienne, du type il faut augmenter la dépense publique pour que les entreprises produisent plus. Non, lui, ce qu'il dit, ce qu'il essaie de faire dans le cadre de ce pacte de responsabilité, c'est justement refaire partir l'économie par l'offre, faire en sorte que les entreprises s'accrochent à ce mouvement de croissance économique au niveau mondial. Alors comment est-ce que ça se traduit de façon précise? Eh bien, de deux façons. Première façon, ce qu'on appelle le choc de simplification, essayer de libérer un peu les entreprises de toutes les contraintes qui pèsent sur elles et qui ralentissent l'activité économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est leur redonner un peu de compétitivité, leur redonner un petit peu de marge, notamment de profit, en diminuant ce qu'on appelle le coin social, c'est-à-dire essentiellement les charges patronales notamment, qui pèsent sur les salaires. Et donc, en faisant ces deux choses-là, un choc de simplification et baisse de charges, eh bien, l'idée, c'est que ça va permettre aux entreprises de se raccrocher à cette croissance économique au niveau mondial. Et ce qui est assez nouveau et assez intéressant dans ce que nous dit le président de la République, c'est que le financement de ces baisses de charges, ça va se faire par la rénovation de l'État. On va essayer d'avoir un État un peu plus productif, un peu moins coûteux. Donc, on est au fond dans quelque chose que les Allemands ont fait il y a une dizaine d'années. C'est ça le modèle. On pourrait prendre d'autres pays d'ailleurs, les pays scandinaves ont fait des choses pas très éloignées, mais voilà, les Allemands ont fait ça, ça a plutôt bien marché. C'est ce que la France essaie de faire, et je le répète, ça me paraît être une politique tout à fait justifiée. D'accord. Alors, ma deuxième question porte sur le mot responsabilité. Donc, on voit aujourd'hui que d'un côté, il y a le patronat, de l'autre côté, les syndicats. Donc, on a rejeté la responsabilité sur les partenaires sociaux. Et on a l'impression, finalement, que le gouvernement, lui, dégage sa responsabilité. Oui, je crois qu'il a raison. Il y avait deux façons pour faire ce type de réforme. La première façon, c'est de procéder de façon très centralisée, par ordonnance, par exemple, en se disant que le gouvernement va décider, et donc ça ira vite et ce sera efficace. Bon. D'expérience, ça ne marche pas forcément. Moi, je me souviens très bien que Dominique de Villepin, il y a quelques années, avait essayé de faire une réforme du marché du travail que je considérais comme étant tout à fait excellente, ce qu'on appelait le contrat première embauche. Et ça n'avait pas fonctionné, justement, parce qu'on avait essayé de gouverner d'en haut. La décision venait du Premier ministre et on avait court-circuité les syndicats. Donc ça, c'est la première façon de faire. Elle peut sembler, en effet, plus efficace en apparence, mais d'expérience, on sait que ça n'est pas forcément le cas. La deuxième façon de faire, qui est celle qui a été choisie par le président de la République, c'est en effet de faire discuter les partenaires sociaux des modalités de ce pacte. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait du crédit impôt compétitivité emploi? Est-ce qu'on le supprime ou est-ce qu'on le conserve et on ajoute d'autres allègements de charges? Mais ces allègements de charges, quelle tranche de charges est-ce qu'ils vont concerner? Est-ce que ça va être les cotisations familiales? Ouais. Et donc tout ceci, l'idée c'est de le faire discuter par les partenaires sociaux. Question du ciblage aussi, est-ce qu'on cible les bas salaires ou pas? Alors, bien évidemment, ça vous donne l'impression que c'est plus lent, et vous avez raison, c'est plus lent, mais le pari, c'est que ça va permettre de faire une réforme qui sera plus consensuelle et donc sans doute plus durable. Et ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'il ne faut pas que le gouvernement s'en mêle. Et d'ailleurs, le Premier ministre a essayé de s'en mêler ces derniers jours. Il a essayé d'orienter les discussions en disant qu'il faudrait mieux que les allègements de charges soient ciblés sur les bas salaires. Les partenaires sociaux l'ont mal pris et ils ont raison. Le choix qu'on a fait, c'est de faire discuter les partenaires sociaux. Eh bien, attendons. Oui, mais on a l'impression que les partenaires sociaux, il y a un doux mélange. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le patronat, mais il y a MEDEF,
et l'UPA, par exemple, et puis la CJPME, c'est pas la même chose. Entre le MEDEF et l'UPA, il y a un fossé. Oui. Et du côté syndical, il y a des syndicats qui sont un petit peu plus ouverts, on va dire comme la CFDT, qui dit l'emploi ne se décrète pas. Et puis de l'autre côté, on a CGT FO, où on a à chaque fois l'impression que on y va reculons et de toute façon, on sait dès le départ ce qu'ils vont dire. Ne vous inquiétez pas trop pour ça. Ouais. D'une part, si tous les syndicats ne le signent pas, tant pis, ça ne nous empêchera pas d'avoir un accord. Il y a des tas de... FO et CGT signent en réalité assez peu d'accords. Mon analyse, je pense en particulier à la CGT, qui est quand même dans une vague de modernisation qui me semble très intéressante, c'est qu'ils ont plutôt intérêt à signer un accord. Pour eux, justement, pour revaloriser le syndicalisme à la française. Bon, mais s'ils ne le font pas, si on a malgré tout une majorité de syndicats qui signent l'accord, eh bien l'accord entrera en application. Bon, la deuxième chose, c'est que en France, on a quand même besoin de rénover et de faire monter en puissance le syndicalisme. Quand vous regardez tous les grands pays qui ont fait ce type de pacte, je pense aux pays scandinaves et à l'Allemagne. Je pourrais prendre l'Autriche d'ailleurs aussi. Je prends des pays volontairement qui sont proches de nous. Je ne vous parle pas du Canada ou de l'Australie. Ce sont des pays qui ont fait ces réformes avec les partenaires sociaux. Donc évidemment, avec les partenaires sociaux, eh bien, il faut marier des intérêts qui sont, comme vous l'avez très bien souligné, contradictoires. Mais je crois que c'est le prix à payer pour avoir des réformes, pour faire des réformes qui soient des réformes de fond. Et je ne pense pas, quand je regarde ce qui s'est passé autour de nous, je ne pense pas que ça empêche d'avancer, au contraire. D'accord. Alors, ce que l'on relève le plus en ce moment, c'est la discussion sur la baisse des charges. On pourrait dire d'ailleurs la baisse des cotisations plutôt que les charges. Est-ce que vous pensez que la baisse des charges crée vraiment des emplois? Est-ce vraiment une condition C'est pas la seule, bien évidemment. Oui. Quand vous regardez ce qu'on appelle dans notre jargon le taux de chômage structurel, c'est-à-dire le niveau de chômage qui est indépendant de la croissance, ou le taux de chômage qui ne baisse pas, même quand vous avez de l'activité économique, quand vous faites une analyse un peu serrée, vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs. Vous avez le coût du travail, bien évidemment, mais vous avez aussi le droit du travail, vous avez le système de formation, le fonctionnement plus ou moins déficient de la formation continue. Donc vous avez beaucoup de choses. Mais dans ces choses-là, vous avez en effet le coût du travail, c'est-à-dire, pour parler de façon un peu pratique, essentiellement les cotisations patronales, parce que c'est là-dessus que l'on a un véritable levier d'action. Et vous savez, en France, on a une grande tradition d'allègement de charges patronales. Au fond, ce sont des politiques qui ont commencé au début des années 90 avec le gouvernement Balladur, le gouvernement Juppé a continué, les gouvernements socialistes aussi. Je veux dire, Martine Aubry, quand elle a fait les 35 heures, elle a accompagné les 35 heures d'allègement de charges importants pour les entreprises. Et puis ensuite, vous avez eu les allègements de Fillon. Bon, bref, je veux dire, quasiment tous les gouvernements, ils sont allés de leurs allègements de charges. Et ce que l'on voit aujourd'hui, l'INSEE a fait des études qui sont très précises sur ces questions, c'est que oui, ça permet de créer des emplois. Alors, évidemment, quand je dis ça, on me dit, ça permet de créer des emplois, mais le taux de chômage, lui, est resté très élevé. Oui, parce que ça n'est pas le seul facteur, si vous voulez. C'est-à-dire que si on voulait vraiment s'attaquer sérieusement à cette question du chômage structurel, il faudrait s'attaquer en même temps à la question de la croissance, à la question du coût du travail, à la question du droit du travail, qui n'est pas du tout adressé dans le pacte de responsabilité, ce qui, à mon avis, est la principale faiblesse de ce pacte de responsabilité, que je défends. Je défends le pacte de responsabilité, mais sa grande faiblesse, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la question du droit du travail. Et puis, vous avez un autre sujet majeur, on sort d'une réforme, mais qui a accouché d'une souris, qui est la question de la formation continue. Donc, si vous voulez faire baisser durablement le taux de chômage, il faut s'attaquer à toutes ces questions. Mais c'est déjà bien de commencer par la question des charges. Alors, ne me demandez pas combien d'emplois ça va créer, parce que je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que ça dépend du contexte, ça dépend de la croissance, ça dépend du type de ciblage que l'on va opérer. Est-ce qu'on va aller plutôt sur les bas salaires, ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure façon de faire, parce qu'on l'a déjà beaucoup fait. Et comme vous savez parfaitement, sur le SMIC, par exemple, en réalité, il n'y a plus beaucoup de charges. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir un dispositif qui concerne l'ensemble des salaires, ce qui permet en plus de tirer un peu l'économie française vers le haut, de ne pas la sous-qualifier, pour le dire de cette façon-là. Mais oui, très clairement, c'est efficace, ça crée des emplois. Combien? Je ne sais pas, mais je sais que ça marche, donc il faut le faire. Eh bien, on verra la suite, on verra le résultat des négociations entre les partenaires sociaux. Alors, il y a également un point dont on parle beaucoup. Certains disent que c'est des cadeaux faits aux entreprises, d'autres qu'il faut des contreparties. Donc on voit que les contreparties en termes de création d'emplois, 1 million d'emplois, etc., c'est pas crédible. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les contreparties
que peut-être les uns et les autres d'ailleurs peuvent donner dans ce pacte de responsabilité? Déjà, vous avez raison de rappeler que 1 million d'emplois, ce n'est pas une promesse sérieuse. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les contreparties puissent être des créations d'emplois. L'emploi n'est pas du tout quelque chose qu'on échange contre des avantages fiscaux. Vous avez simplement un gouvernement qui met en place une bonne politique économique, vous avez un contexte qui est plutôt favorable, et la conséquence heureuse de tout ça, c'est qu'on aura des emplois, on aura des salaires, on aura des recettes fiscales. Mais l'emploi n'est qu'une conséquence indirecte de la politique économique et du contexte économique qui entoure la vie des entreprises. Alors, néanmoins, je pense qu'on peut avoir des contreparties. Pas tant sur la question des dividendes, qui est un peu aujourd'hui un sujet, notamment pour les parlementaires de gauche, qui se disent la part des dividendes dans la valeur ajoutée a beaucoup progressé ces dernières années. Ce qui est vrai. Voilà, et donc, confirmation sur ce point. Bien sûr, surtout qu'on voit une augmentation de 6% annoncée sur les dividendes des grandes entreprises. Donc, c'est vrai. Mais vous venez de vous le dire, vous venez de le dire vous-même, ça concerne les grandes entreprises, ça concerne assez peu les PME. Et puis, je pense malgré tout qu'on a besoin d'attirer du capital en France. La croissance, c'est le capital et le travail. On a surfiscalisé le capital lors des 2 dernières lois de finances. On a besoin d'attirer du capital. Et donc, je pense que limiter les dividendes, à mon avis, n'est pas une très bonne idée. Il y a un sujet, en revanche, qui me semble très intéressant et sur lequel il faut qu'on négocie, c'est la question de l'apprentissage. Parce que là, on a des objectifs. Le président de la République avait fixé des objectifs qui étaient de l'ordre de 500 000 apprentis par an en France. On en est très loin. On subit une véritable crise de l'apprentissage. Et quand vous regardez les bonnes performances des marchés du travail des pays qui nous entourent, je pense en particulier à l'Allemagne et à l'Autriche, qui sont 2 pays très intéressants de ce point de vue-là, vous voyez qu'on est bien monté en charge en matière d'apprentissage. Donc là, je pense, vous voyez, qu'on a un levier qui peut faire partie du pacte de responsabilité, c'est du domaine des partenaires sociaux, et je pense que ça peut être une contrepartie très intéressante. Mais les emplois, non. C'est absurde de penser qu'une entreprise peut s'engager sur des emplois. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle le fasse. Il faut quand même dire et répéter que l'emploi n'est qu'une conséquence induite d'une économie qui fonctionne bien. Point final. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu penser quand même à un petit engagement, un minimum d'engagement sur l'investissement? Parce que moi j'ai vu d'expérience que finalement, une petite entreprise n'est pas contre investir, renouveler son outil de travail. Donc finalement, on aurait pu accompagner dans ce pacte de responsabilité les entreprises pour qu'elles modernisent leur outil de travail en contrepartie d'aide. Il n'y avait pas véritablement un gros effort à faire. Et si on aide l'investissement, est-ce qu'on n'aide pas en même temps l'emploi? Alors, oui, 3 fois oui. Et d'ailleurs, je dirais que la condition de reprise de la croissance économique et de l'emploi, c'est avant tout l'investissement des entreprises. Ça, c'est clair, qui a d'ailleurs beaucoup baissé ces dernières années. Ça s'améliore un peu depuis la fin de l'année 2013, mais en tendance, on a des chiffres qui sont très mauvais. Donc, vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là. Mais là encore, en réalité, si vous avez un bon pacte de responsabilité et si vous avez une remontée des marges des entreprises qui, je le répète, sont quand même au plus bas depuis le début des années 80. Les marges des entreprises françaises sont parmi les plus faibles de tous les pays de l'OCDE. Si vous avez une remontée des marges des entreprises, vous aurez une remontée de l'investissement. Pas pour des raisons d'extension de capacité, mais parce que, vous l'avez très bien dit, parce qu'on a aujourd'hui un besoin de modernisation du stock de capital des entreprises françaises qui est très important. Et les entreprises souhaitent ça. Donc ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous sur le fait qu'on fasse un bon pacte de responsabilité ou un mauvais, mais si on en fait un bon, vous aurez dans un premier temps la remontée des marges, dans un deuxième temps la remontée de l'investissement et dans un troisième temps la remontée de l'emploi. Vous savez, c'est cette fameuse formule d'Helmut Schmidt, qui était un chancelier allemand, qui avait dit, et il avait raison, c'est un peu d'ailleurs le leitmotiv de l'économie de l'offre, les profits d'aujourd'hui font l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. C'est ce qu'on essaie de faire en France. C'est pour ça que le moment en France, ce moment du pacte de responsabilité, est très important et j'aurais presque envie de dire historique. Alors, il y a un volet essentiel. Et d'ailleurs, on rejoint la responsabilité. On disait tout à l'heure, la responsabilité, on l'a laissée aux partenaires sociaux. Mais la responsabilité du gouvernement, quand même, dans ce pacte, même s'il s'en est un petit peu écarté, la plus importante, c'est comment va-t-on financer ces 50 milliards. D'ailleurs, on ne sait même plus si c'est 10, 20, 30, 50 qui s'ajoutent ou on a déjà donné. On ne sait plus exactement où on en est. On ne sait plus sur combien d'années on en est. Donc, il faut faire des économies. Or, ces économies, je dirais, depuis 2007, on sait qu'on devrait faire des économies. Nous sommes en 2014, ça va faire 7 ans. Et on a l'impression que rien n'a jamais été fait véritablement. Il y a des craintes d'agir pour faire des économies. Alors, on a joué sur
Il y a deux budgets que j'ai vus, l'armée, Bercy. Là, de ce côté-là, c'est presque plus facile parce que ce sont des gens disciplinés, sans doute, et responsables. Donc, eux ont déjà donné pour les économies. Donc, que reste-t-il pour trouver les 50 milliards d'économies? Beaucoup de choses. Déjà, c'est 50 milliards minimum, à mon avis, parce que les baisses de charges, ça va être de l'ordre de 35 milliards d'euros. Si je mets le crédit impôt compétitivité emploi et les baisses de charges telles qu'elles ont été décrites par le président de la République, on arrive à une trentaine de milliards d'euros. Il faut en même temps, comme vous le savez, réduire les déficits. Donc, les baisses de dépenses, elles seront de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est énorme. C'est un gros montant, c'est beaucoup d'argent et c'est un effort qui n'a jamais été fait en France. Donc ça aussi, c'est très nouveau. Je voudrais dire au passage, quand même, je ne veux pas polémiquer, mais que c'est intéressant que ce soit la gauche qui fasse ça. Parce que c'est sans doute un travail qui aurait dû ou pu être fait par d'autres. C'est pour ça qu'il fallait peut-être un petit mouvement. Donc voilà, donc il faut aider le gouvernement et lui donner des idées, parce que ce qu'il attend est pas facile et c'est très courageux de s'y engager. Bon. Le président de la République prend lui-même les choses en main, puisque c'est lui-même qui dirige un conseil de la réduction de la dépense publique. Ça se passe à l'Élysée, donc on est vraiment sur des engagements qui sont très forts. Vous avez trois types de dépenses publiques. Vous avez les dépenses sociales, les dépenses de l'État et les collectivités locales. La tentation de l'État, et là je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est de dire on va faire l'effort par les autres, c'est-à-dire essentiellement par les collectivités locales. Sauf que les collectivités locales, elles ont bénéficié de beaucoup de transferts de compétences ces dernières années, mais pas nécessairement de transferts de ressources. Donc, et en plus, elles investissent. L'investissement public, tout ce que vous voyez, les routes, les ponts, c'est pas l'État. Ce sont les collectivités locales pour les deux tiers. Donc, si vous dites aux collectivités locales, on va encore vous baisser vos dotations, ce que je crains, c'est qu'elles ne soient tentées d'augmenter les impôts, ce qui ne sera pas bon pour l'économie. Donc, parce qu'elles ne seraient pas capables. N'ont pas de ressources. Oui, mais parce qu'elles ne seraient pas capables de diminuer le nombre de fonctionnaires. Oui, mais ça sans doute. Mais le nombre de fonctionnaires, il est surtout problématique en réalité au sein de l'État. Il y a trop. Alors, je suis tout à fait prêt à entrer dans ce débat. Je ne veux pas défendre pour le principe les collectivités locales. Si votre question c'est est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires au niveau local, ma réponse est très exactement oui. Voilà. Bon. Donc les économies sont là, à la limite. Sauf que vous avez un truc en France qui est très compliqué, mais je ne suis pas sûr que le gouvernement, même s'il est pris d'un élan réformateur, voudra y aller, c'est le statut de la fonction publique. En France, vous ne pouvez pas licencier de fonctionnaires. Alors, vous pouvez ne pas les remplacer, et je pense qu'il faut le faire, bien évidemment. Mais ça concerne, à mon avis, plus l'État que les collectivités locales. L'État, si vous voulez réduire la dépense de l'État aujourd'hui, il faut poser la question des missions. Vous ne pouvez plus le faire à périmètre constant. Il suffit d'entrer dans un commissariat ou dans un palais de justice pour bien voir ça. Donc, c'est la question des compétences. Et je vais vous donner un exemple très précis. Prenez la culture. Je crois qu'il faut qu'on ait un débat en France sur la culture. Il faut qu'on pose le débat. Qui s'occupe de la culture? Ça ne peut pas être toutes les collectivités locales et l'État. Et l'État, d'ailleurs, qui lui-même est à la fois déconcentré et à Paris. Non. Il faut se dire, il faut qu'on ait ce débat. Est-ce qu'on recentralise la politique de la culture en France? Ça se passe rue de Valois. Est-ce qu'on la décentralise? Ce qui est une option qui a ma préférence, mais je ne suis pas buté, on peut en parler. Et on la confie à la région. Vous avez aujourd'hui une expérimentation de ce type en Bretagne, qu'à mon avis, il faut suivre. Mais si on n'a pas ce type de débat, on ne réduira pas la dépense de l'État. Alors, une fois qu'on a dit ça, la vérité, c'est que 45% de la dépense publique, c'est la dépense sociale, et on revient sur des bons sujets qu'on aime bien en France, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance maladie. Réforme des retraites, c'est très simple intellectuellement, il suffit d'augmenter la durée de cotisation, voilà. Après ça pose des questions politiques, mais le sujet il est là. Le vrai sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la réforme de l'assurance maladie, de réorganisation au fond de l'offre de soins. Et là, vous avez des gisements d'économies qui se chiffrent en milliards d'euros, voire en dizaines de milliards d'euros. Mais si on veut justement trouver ces 50 à 60 milliards d'euros ces prochaines années, on va être obligé de s'attaquer à ça. Et ça va être très intéressant. Voilà, on verra la suite que sera donnée effectivement sur ces recherches d'économie. On en reparlera. Voilà. Ma dernière question, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas un manque de crédibilité dans ce pacte, ou est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication, notamment sur les baisses de charges? Moi, je vois souvent, vous posez la question aux Français, quelles sont, je parlais de cotisations patronales, quel est le taux des cotisations patronales? C'est 43%, ce qui est totalement faux, parce que depuis la réforme Fillon, depuis le CICE, on est dans des chiffres qui n'ont rien à voir, notamment prenons le SMIC, on est aux alentours de 8% aujourd'hui, et après il y a une progression entre 8 et en gros 36%. Donc ça c'est un des exemples de déficit de communication, et j'ai l'impression que s'il n'y a pas justement un effort de fait, est-ce qu'on ne contrarie pas
les chances de succès de ce pacte de responsabilité? Alors, deux aspects dans votre question, la question de la crédibilité et la question de la communication. Sur la crédibilité, je suis entièrement d'accord, c'est une faiblesse majeure de ce pacte. Moi qui suis un grand défenseur de ce pacte, je vois bien que je me heurte à l'incrédulité des dirigeants d'entreprise, notamment, qui me disent, au fond, on a mené une politique économique très nocive ces 2 dernières années, ce avec quoi je suis entièrement d'accord, et donc, le gouvernement n'est pas crédible dans sa volonté de vouloir mener une politique de l'offre. Moi, je suis plus naïf que ça. Je pense tout simplement, je crois qu'il ne faut pas intellectualiser les choses. Le président de la République a pris acte du fait que sa politique de ces 2 dernières années n'était pas bonne, et donc il en change. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Et comme j'ai beaucoup critiqué la politique de ces 2 dernières années, il est complètement logique que je soutienne le tournant, voire le demi-tour qui est opéré. Mais c'est vrai que ce sentiment n'est pas du tout partagé, donc vous avez un problème de crédibilité. Est-ce que ça empêche de faire le pacte de responsabilité? Non, pas du tout. C'est pas vous pouvez être très impopulaire et faire des réformes. Premier sujet. Alors, deuxième sujet, celui de la communication. Moi, j'irais plus loin que vous. Je trouve que le président de la République lui-même a bien présenté les choses, mais il n'a pas suffisamment mis l'accent sur pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et si on fait ça, il faut bien redire que c'est pour redonner du souffle aux entreprises françaises, pour créer des emplois, pour avoir du pouvoir d'achat et aussi pour que ça bénéficie aux plus faibles d'entre nous. On parlait tout à l'heure des cadeaux aux entreprises, mais le sujet n'est pas de faire des cadeaux aux entreprises. D'ailleurs, une entreprise, c'est une abstraction. Vous ne pouvez pas faire de cadeaux à une table ou à une forme juridique, donc ça n'a pas de sens. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de s'attaquer enfin sérieusement aux questions de pouvoir d'achat, aux questions d'emploi et aux questions de pauvreté qui sont très liées. Et si j'étais président socialiste, j'essaierais de bien montrer les implications complètes et pas seulement de dire on va faire une politique de l'offre. C'est très bien de le dire, il faut le dire, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut expliquer pourquoi on fait ça. Et ça demande énormément de pédagogie et le président ne l'a pas fait, le Premier ministre ne l'a pas fait et le gouvernement ne le fait pas. Les parlementaires ne le font pas, mais ça c'est normal parce que les parlementaires ils ne savent plus où ils habitent, si vous voulez. On leur demande de mener une politique qui est l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Alors certes, ils auraient dû comprendre, s'ils étaient bons en économie, pendant la campagne électorale, que la politique qu'on leur demandait de défendre, de toute façon, n'était pas bonne, et donc ils devraient en changer, mais visiblement, certains d'entre eux ne l'ont pas compris. Donc voilà, donc aujourd'hui, ils sont un peu perdus. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, il faut remettre ce pacte de responsabilité en perspective, expliquer que c'est quelque chose de très nouveau en France, qui d'ailleurs à mon avis pourrait être très consensuel. Moi je pense que c'est une occasion pour faire entrer des centristes au gouvernement, puisqu'on va avoir un remaniement, alors pas pour faire un gouvernement d'union nationale, mais pour bien montrer que des gens qui ne sont pas des gens de tradition socialiste sont capables d'adhérer à cette politique. Et là je pense qu'on peut vraiment emmener la France et avoir quelque chose de très intéressant qui marquera véritablement l'avenir. Bien, écoutez, on va rester sur ce dernier mot. Merci Nicolas pour cette nouvelle leçon d'économie de franc gestion.